Gaspard Koenig, bonsoir. Vous êtes Bonsoir. philosophe, écrivain. Vous publiez Les Aventuriers de la Liberté chez Plon. Vous êtes directeur du club de réflexion libérale Génération Libre. Comment appréciez-vous, tout d'abord on va parler un peu de politique, comment est-ce que vous appréciez le programme de François Fillon? Alors à la fois sur le plan économique, on le décrit comme étant ultra-libéral, et sur le plan sociétal, où là, je vais reprendre l'expression de Alain Juppé qui dit qu'il est extrêmement traditionnaliste. Oui, d'abord, ultralibéral, je pense qu'il faut se calmer. C'est du libéralisme classique et finalement, il fait ce qu'on a fait dans la plupart des pays voisins. Donc, c'est visiblement assez raisonnable quand on compare avec ce qui est fait autour de nous. Et pas du tout applicable, fracassant. parce que beaucoup de gens disent il veut casser, François Bayrou qui a dit ce matin, il veut casser la baraque. Et les syndicats disent écoutez, ça va mal se passer. Bah, ça, il me semble qu'il a une expérience de l'État qui fait qu'il a déjà mis en place un certain nombre d'étapes pour appliquer son programme. Ensuite, c'est vrai que sur le plan sociétal, qu'il soit conservateur à titre personnel n'est pas un problème. C'est pas un défaut d'être conservateur. Et d'ailleurs, beaucoup d'évolutions sociales sont nées du conservatisme, de l'idée de respecter les traditions, la continuité, etc. En revanche, qu'il veuille imposer son conservatisme sur la vie des gens et la manière dont les gens vivent ensemble, se reproduisent, et je pense au problème de l'affiliation sur la loi Taubira, est un problème et risque de cliver bêtement le pays, alors que sinon le programme économique est solide et intéressant. Donc vous êtes pour la liberté économique et pour la liberté sociétale, hein, Voilà, c'est ça. Voilà. bon, On doit après, faire ce qu'on veut en économie et dans sa vie privée. Et surtout dans sa vie privée, je pense que ça commence par là. Et on n'est pas tellement crédible si on dit aux gens, bah, désormais vous aurez le choix de votre contrat de travail, mais qu'on leur dit, mais en revanche, vous n'aurez pas le choix de votre mode de vie. Alors François Fillon se revendique volontiers de l'héritage de Margaret Thatcher. Margaret Thatcher, c'était comme une personne très clivante qui, jusqu'à la fin de sa vie, était soit adulée, soit détestée. Est-ce que quand même avec François Fillon, c'est pas ce vers quoi on va tendre? Est-ce qu'il ne va pas fracturer la société française? Il me semble que le vrai personnage clivant, c'était Sarkozy. Celui qui voulait interdire le voile à l'université, c'était Sarkozy. On est quand même dans quelque chose de beaucoup moins trumpien, si je puis dire, avec François Fillon. Ensuite, sur Margaret Thatcher, quand même pas vous rappeler qu'elle a été réélue 3 fois, qu'elle a aujourd'hui sa statue à Westminster, je crois que c'est la seule avec Winston Churchill, et que Tony Blair lui-même se réclamait de son héritage. Qui a été clivante, oui, mais elle a aussi largement imprégné l'ensemble de la société britannique, et aujourd'hui, elle est quand même respectée comme une de leurs plus grandes figures politiques. Alors, dernière critique contre François Fillon, il est attendu par beaucoup, notamment par la droite, comme l'homme prévidentiel qui va réformer la France et la sortir de 30 ans de déclin. Est-ce qu'une fois de plus, parce que c'est une critique que vous formulez dans votre livre, on n'est pas dans ce régime où on attend le Père Noël, dans ce régime ultra-présidentiel où tous les 5 ans, on élit le sauveur? Je pense qu'on ne peut pas être libéral et adhérer au régime présidentiel, pour commencer. Que les libéraux ont une conception très forte de la séparation des pouvoirs et que élire l'exécutif au suffrage universel est un non-sens. Et ce n'est pas une tradition française. C'est De Gaulle qui l'a imposé en 1962. La Ve République n'était même pas construite là-dessus. Oui, mais cette idée du monarque, c'est bon, c'est l'héritage aussi des rois, c'est l'héritage... Vous aviez 70 ans de Troisième République sans monarque, avec des vrais débats parlementaires et des figures politiques qui n'étaient pas des ministres ni des présidents, mais qui étaient des parlementaires et qui portaient des propositions. Et puisque vous vous référez à mon livre, c'est en effet... quand on va en Suisse et qu'on regarde... Voilà, c'est ce que j'allais vous citer. Vous racontez l'histoire de ces assemblées populaires dans certains cantons alémaniques suisses. Alors on ne s'enflamme pas sur est-ce que c'est de l'ultralibéralisme, les débats sont beaucoup plus terre à terre. C'est par exemple, est-ce qu'il faut renouveler la subvention pour la Maison des Arts et est-ce que les fonctionnaires qui travaillent dedans doivent avoir droit au congé de paternité? Donc c'est ennuyeux, mais c'est ça la politique, ça doit être ennuyeux et efficace au plus près des gens. Moi je me suis jamais aussi peu ennuyé qu'à cette assemblée populaire suisse, donc ça s'appelle une Landsgemeinde. Vous avez une Landsgemeinde. Ouais, d'accord. Vous avez 10 000 Suisses sous la pluie pendant 6 heures qui écoutent des discours sur la subvention à la Maison de la Culture, etc. Et le peuple a le droit de proposer des lois, de les amender et de les voter. Et il vote à main levée. Et c'est très intéressant parce que, bien sûr, on traite la plupart du temps, on traite de petits sujets et on doit effectivement écouter des discours sur la Maison de la Culture. Mais ensuite, la décision qui est prise est la décision du peuple. Et le président, qui est un président tournant, il n'est pas là pour appliquer son programme. Il est là, c'est l'exécutif. Il est là pour exécuter ce que le peuple a décidé. Et les gens ne disent pas, comme en France, on dit toujours « ils nous ont fait ceci, ils nous ont fait cela ». Les gens disent « nous ». Et si on a un problème avec ça, il faut aller l'année prochaine parler devant l'Assemblée populaire. Et par ailleurs, ça laisse des interstices dans le système où de grandes décisions peuvent être prises. Par exemple, c'est à la Landsgemeinde qu'au XIXe siècle ont été votées les premières caisses de retraite, ont été votés les premiers systèmes de sécurité sociale, ont été votés récemment la possibilité du vote à 16 ans, qui n'existe nulle part ailleurs en Europe.
Parce que quand il y a une proposition un peu disruptive, un peu étrange, eh bien, les citoyens ont la possibilité de la porter. Et quand il y a un conflit au sein de la communauté, eh bien, on sait qu'on va pouvoir la régler une fois l'an à la Landsgemeinde. Donc c'est quand même, je pense que ça s'applique surtout au local. Ce que disait Tocqueville, c'est que la démocratie locale, c'est vraiment l'école de la démocratie, parce qu'on est obligé de réfléchir à des problèmes très concrets, qu'on connaît, sur lesquels on peut s'exprimer, et on voit le jeu des compromis, des avis divergents. Et moi, j'ai trouvé que c'était, et ça existe depuis 632 ans, sans discontinuer, même pendant les guerres napoléoniennes. Donc c'est assez remarquable de voir que nous, on a Denis Debout qui veut réinventer la démocratie directe et que ça fait 6 siècles qu'il la pratique, tranquillement, avec des résultats assez probants. Et moi, j'étais très... Alors, donc, emballé par cet exemple suisse, dans votre tour du monde des libertés, alors en revanche, la Chine, elle est... Tout le monde dit que c'est un modèle économique. Mais alors vous dites, je n'ai jamais été autant soulagé de passer une frontière qu'en rentrant de Chine. Vous avez été soulagé de quitter la Chine. Ça a été un souvenir épouvantable pour vous sur le plan la Chine ? C'est-à-dire que j'allais interviewer un économiste dissident chinois qui avait été envoyé 10 ans en camp sous Mao, qui proteste toujours contre le régime actuel. On a eu une très longue discussion. On avait deux sessions d'une journée. Et puis à la fin de la première, je lui dis, parce qu'il m'avait beaucoup parlé des services de sécurité, je lui dis un peu pour rire, et j'espère qu'ils ne vont pas venir vous voir après notre discussion. Et il m'a dit, non, rassurez-vous, ils sont passés hier. Et donc, il savait qui j'étais, ce que je faisais, dans quel cadre, etc. Est-ce que c'est pas ça ? Est-ce qu'il ne faut pas un peu dompter un peuple d'1 milliard, je me fais l'avocat du diable, mais un peuple d'1,4 milliard d'habitants, est-ce qu'il ne faut pas un régime fort, autoritaire ? Et c'est ce que veulent les gens. Regardez Donald Trump, regardez même en France, etc. Ou est-ce que non, ce manque de liberté sera un frein au développement économique de la Chine. C'est ça qu'on voit, c'est ça qui est très agréable de constater en Chine, c'est qu'il y a eu toute cette idée de la fin de l'histoire. On nous a dit dans les années 90, c'est la fin de l'histoire, démocratie, économie de marché vont marcher main dans la main. Ouais. Puis on nous a dit non, c'est la fin de l'histoire, finalement les régimes autoritaires, ça marche mieux pour justement dompter les gens et avoir une croissance économique solide. En fait, ce qu'on voit quand on s'intéresse de près à la Chine, c'est que non, c'est la fin de l'histoire. C'est que s'il n'y a pas de liberté politique, à un moment donné, l'économie ne peut plus se développer. Parce que vous êtes toujours dans une économie communiste en Chine. Vous n'avez pas véritablement de respect des contrats. Vous n'êtes pas véritablement propriétaire de votre appartement. On peut se faire exproprier, un chef d'entreprise peut se faire exproprier. Et les entreprises, n'en parlons pas, puisque toutes les grandes entreprises sont possédées par l'État et que vous ne pouvez pas faire du business à haut niveau sans l'aval du parti. Et donc, on voit là comment justement ça ne marche plus. C'est pour ça d'ailleurs que l'autoritarisme se renforce en Chine, que les services de sécurité se renforcent, parce qu'ils sentent bien qu'ils ont atteint une limite à leur développement, parce que tant qu'il fallait faire de la grosse production, ça pouvait encore marcher, mais maintenant qu'il leur faut passer à l'économie de l'innovation, comment vous faites de l'économie de l'innovation créativité, c'est la sans liberté. Liberté d'expression. C'est juste donc techniquement quand Pierre impossible. Gattaz a dit, c'était une boutade, mais quand même il l'a dit au début du mois, j'ai quitté un pays communiste, la France, pour venir dans un pays libéral, la Chine. J'avais noté cette réplique que j'avais trouvée complètement scandaleuse et qui n'est même pas drôle, qui prouve juste un manque de jugement et un manque d'empathie aussi pour les dissidents chinois qui peuvent se faire emprisonner sans aucune forme de procès et qui disparaissent pendant des mois. Ah, on a parlé de la droite. Dans un instant, Caroline Roux va revenir sur la gauche en réaction par rapport à François Fillon. Aujourd'hui même, on a les bonnes feuilles du livre d'Emmanuel Macron qui sort. Est-ce qu'au fond, en termes de liberté, vous ne seriez pas plus macroniste que filloniste ? Macron est un peu un rêve pour beaucoup. Et pour vous ? Et pour moi aussi, un rêve auquel on aimerait croire. Parce que c'est vrai qu'il incarne, logiquement, il devrait incarner la liberté sous tous ses aspects, en disant finalement quel est le rôle de l'État, c'est de rendre l'individu le plus autonome possible dans ses choix. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un rôle pour l'État, mais il faut mettre les institutions autour de ça. Et ça, c'est une logique qui n'est plus la logique, en effet, un peu thatchérienne, années 80, qui se reflète dans le programme de François Fillon, mais qui va encore plus loin et qui essaye de penser la modernité, le monde post-salarial, avec des structures publiques. Et donc, c'est très intéressant et on attend de voir ce qui va en sortir, parce que pour le moment, on est encore un peu dans le flou. Merci beaucoup, Gaspard Koenig, donc directeur de Génération Libre. Et votre livre, je le rappelle, Les Aventuriers de la Liberté, c'est chez Plomb. Merci. Merci. Restez avec nous tout de suite. Caroline Roux, c'est dans l'air. François Fillon est-il en train de réussir l'exploit de ressouder la gauche ? Les ténors du Parti Socialiste, en tous les cas, se retrouvent pour dénoncer le programme ultralibéral et le conservatisme sociétal de François Fillon. C'est tout de suite. C'est dans l'air. Caroline Roux.